Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info et voici tout de suite le sommaire de ce mardi 9 juillet. Balade dans l'arrière-pays niçois à la découverte des ruches de la SBM. Le nouveau musée national de Monaco a inauguré un nouvel espace au sein de la Villa Paloma. Dans le cadre du Monaco Solar Energy Boat Challenge, nous vous proposerons de découvrir un nouveau navire, l'Envera. Et en fin d'édition, notre Focus Info du jour nous emportera au cœur du Festival international d'orgue de Monaco. Je vous en parlais en titre, coup de projecteur sur ces ruches qui abritent le miel de la SBM à quelques heures de la principauté, une opération soutenue par la Fondation Prince Albert II de Monaco. C'est un secret bien gardé. Christina Thomas, Lionel Bernardi et Louis Borgia vous en dévoilent une partie. Ce sont dans les montagnes de l'arrière-pays niçois, à quelques kilomètres de Valberg, que des abeilles noires issues de 80 ruches fabriquent du miel pour les pâtisseries et les petits déjeuners des établissements de la SBM. 400 hectares répartis entre Guillaume, Antronne et Dalius et tenus par 5 apiculteurs. L'histoire de 5 amis qui, par amour pour leur terre et leurs ancêtres, ont souhaité mettre en valeur leur patrimoine. Agent immobilier, commercial, professeur, ferronnier ou dans le secteur du bâtiment, si les 5 amis vaquent à leur activité professionnelle la semaine, c'est le week-end qu'ils endossent le rôle d'apiculteur. Ça a commencé par les moments qu'on a partagés avec nos parents, nos grands-parents qui avaient chacun dans leur ferme les quelques essaims, les ruches qui produisaient le miel pour la famille. Donc on a appris comme ça des transmissions, ce qui se faisait par génération. Et puis on a essayé tous de se documenter et puis de suivre un petit peu des formations pour acquérir les techniques un petit peu plus actuelles et se mettre un peu au courant sur les progrès dans ces domaines. Mais voilà, c'est la majorité, je vais dire, de nos connaissances, nos compétences, c'est quelque chose qu'on a hérité de nos familles. L'histoire de cette maison, elle remonte, c'est la maison de mes de famille. A priori, ils ont construit ici en 1700. Et après, il y a toutes les générations de mes arrière-grands-parents, grands-parents qui ont vécu là. Et il y a ma maman qui est là aujourd'hui, qui a 72 ans, qui a vécu ici jusque dans les années 65. Un miel bio 100% naturel et qui respire le bon goût de nos montagnes. Les abeilles butinent à foison, fleurs des champs, thym et sarriette pour leur plus grande gourmandise. Le rucher, il est divisé en plusieurs parties. En fait, on suit l'évolution de la floraison à différentes altitudes au fur et à mesure de l'avancement dans la saison. Et donc en début de saison, en hivernage, on est plus bas dans la vallée. Et petit à petit, on monte les ruches sur différents sites pour suivre l'évolution de la flore. Et ce qui nous permet ce qui permet surtout aux abeilles de profiter au mieux du pollen de chaque fleur, de chaque espèce. C'était une super opportunité de pouvoir travailler avec la SBM. Et donc après, la qualité de notre miel, il est dû à notre environnement et au fait qu'on laisse vraiment l'abeille travailler seule. On ne la nourrit pas, donc elle se nourrit uniquement de fleurs. Et donc elle est un peu comme à l'état sauvage. Et je pense que c'est ce qui fait la qualité du miel. Et les chefs de la SBM s'y sont vraiment retrouvés en termes de goût, de qualité. En plus, on leur offre un panel de plusieurs miels avec nos altitudes. Donc, ils se sont vraiment retrouvés là-dedans. Et puis, on est vraiment, avec les SBM, on est vraiment sur la même longueur d'onde. On est d'accord pour... donc, il faut faire du miel, mais en fonction de ce que l'abeille peut faire. Une aubaine donc pour le chef Philippe Johannes, grand amateur de miel et qui reste très attentif à la manière dont il est produit. Dans le Mercantour, ce miel, il est exploité à plusieurs altitudes. Donc on a 900 mètres, 1200 mètres, 1700 mètres, 2000 mètres. Et en fait, nous, on s'est amusé à faire des recettes différentes après avoir goûté le miel naturel, avec des goûts vraiment prononcés. Par exemple, où on est, il y a une période où il n'y a que du thym en fleurs. Et en fait, quand on goûte ce miel, il a vraiment un parfum de thym.
Et ensuite, comme ils bougent un petit peu les ruches à différentes altitudes, on se retrouve avec un miel qui a énormément de saveur. Quelle recette vous avez préparée avec ce miel? Alors aujourd'hui, on a fait 2 recettes en fait. On a fait principalement une recette à base de... On a fait une glace au miel en fait. On est parti sur l'idée de faire une glace un peu dans l'esprit du popcorn un petit peu. Donc on a fait une glace le plus neutre possible avec le miel à 2000 mètres. Et on se retrouve avec quelque chose qui est très étonnant. Et ensuite, on s'est amusé à faire une petite tarte aux blettes qu'on a goûté juste avec un des miels, qui est le miel à 1700. Voilà les 2 essais de recettes aujourd'hui que l'on fait partager. La production de miel, une passion née d'une belle histoire d'amitié, d'une communion avec la nature et avec tout ce qu'elle a à offrir. Retour en principauté, dans le cadre de ses ateliers pédagogiques, la Villa Paloma a rénové un nouvel espace renommé Studio. Benjamin Bellet vous le présente. Dans un style très épuré associant la résistance du liège à la sobriété du blanc, la Villa Paloma présente son nouvel espace Studio. Conçu par le collectif de design Studio Quetzal, ce laboratoire créatif pour enfants et adultes a été réalisé autour d'un thème bien précis. Axé en fait autour d'une histoire un peu d'archéologue, de ce gros rocher en fait représenté par le liège qui devient un élément technique sur lequel on va retrouver des hiéroglyphes afin que l'enfant puisse trouver par lui-même les outils et les stylos. Tout est orienté autour de panneaux blancs, donc en verre, sur lesquels ils peuvent venir dessiner, peindre, expérimenter, essayer de tester un peu tout ça. Afin de rendre la pièce plus fonctionnelle et d'intégrer des outils numériques, les designers ont axé leurs efforts sur les postes de travail. Et l'idée, en fait, c'était donc avoir une modularité avec donc des tables et des chaises empilables qui nous permettent en fait d'avoir plusieurs compositions d'espace, c'est-à-dire de les empiler, de les assembler, essayer d'avoir un élément central, mais aussi des îlots. Des rangements intégrés dans le mur complètent ce dispositif, le relief créé par les parois disparaît et les utilisateurs peuvent laisser libre cours à leur esprit de création. Studio répond ainsi parfaitement aux besoins des ateliers qui y sont proposés. C'est d'avoir un équipement tout à fait adapté aux ateliers qu'on met en place depuis plusieurs années et qui soit à la fois un espace d'expérimentation, de transmission, d'éducation dans les meilleures conditions possibles. Ces aménagements s'accompagnent de l'arrivée de nouvelles technologies comme d'une fraiseuse numérique, d'un écran et d'un vidéoprojecteur. Des nouveautés qui pourront être testées dès cette semaine avec le début des ateliers pour enfants portant sur le thème de la forme. La 6e édition du Monaco Solar Energy Boat Challenge a été marquée le week-end dernier par l'inauguration d'un nouveau bateau. Le navire italien Anvera a pris la mer pour la première fois à l'occasion d'une compétition particulièrement relevée. Le reportage de Loris Sétour. Le Monaco Solar Energy Boat Challenge s'est terminé en beauté ce week-end avec les récompenses pour les vainqueurs des épreuves nautiques. Cette compétition a une nouvelle fois été une réussite, tant sur le plan sportif que technologique. Une nouvelle embarcation a même été inaugurée, le navire Anvera a pris part à l'événement pour la première fois, avec l'objectif de participer à la promotion d'un avenir durable à tous les niveaux. Le bateau est entièrement en fibre de carbone. On a passé beaucoup de temps sur la construction de ce navire, mais on travaille surtout pour le futur. À mon avis, il est très important d'avoir un futur vert, que ce soit pour les bateaux, les voitures ou les motos. Aujourd'hui, nous travaillons pour ça. C'est très important. Un nouveau bateau qu'il va donc maintenant falloir peaufiner, mais dont les qualités ont déjà pu être remarquées. Vous pouvez tester ce bateau et vous verrez qu'il est très silencieux. On n'entend pas le moteur, ni rien d'autre d'ailleurs. Seulement l'eau et l'air. Et ça, c'est très plaisant. La compétition unique au monde permet donc à Monaco d'être le point de rencontre pour les ingénieurs et les professionnels de la construction navale. On est au commencement d'une ère où la navigation, ça peut être à zéro émission. Aujourd'hui, on est dans l'électrique, on est dans les solaires. L'hydrogène, c'est les prochaines démarches, mais on est prêt, la technologie est prête. Et je pense que Monaco doit être le drapeau de ce nouveau système de navigation propre, comme c'est déjà dans l'espoir et dans les efforts du Prince Albert et du Yacht Club de Monaco. La principauté est donc considérée par les différentes têtes d'affiche comme le fer de lance de ce projet, ce qui ouvre le débat sur la possible création d'une infrastructure hydrogène en terre monégasque, en attendant la 7e édition du Monaco Solar Energy Boat Challenge l'année prochaine. Et dans le reste de l'actualité, en bref et en images.
Le Café de Paris accueillait ce week-end une soirée qui fera date, la soirée Dolce Vita. C'est avec faste que le début du mois de juillet a été célébré et après les années folles ou le winter chic, c'est donc la Dolce Vita qui a été proposée aux 4000 personnes qui ont pris part à cette soirée exclusive avec pour toile de fond la période des années 50. Un joli sacre à seulement 12 ans, la jeune cavalière Eileen Thomel a décroché le titre de championne de France à l'Open de France qui s'est déroulé pendant 3 jours à La Motte-Beuvron. Il y avait 51 cavaliers au départ. Eileen des écuries d'E. Thomel montait as des as du Chapelan et elle s'est imposée dans la discipline du saut d'obstacle dans la catégorie Poney Élite C. Une autre belle victoire, celle du champion monégasque d'aviron Quentin Antonielli. Pour la 2e année consécutive, il a remporté le prestigieux Ladies Challenge Plates de la Henley Royal Regatta avec son université d'Oxford Brookes. Aviron toujours, les cadettes de la Société nautique de Monaco ont été sacrées vice-championnes de France le week-end dernier à Libourne en Gironde en 4 de couple. Elles se sont malheureusement faites rejoindre par les Aixoises à 200 mètres de la ligne d'arrivée. Focus à présent sur le 14e Festival international d'orgue de Monaco. C'est une nouvelle formule qui est proposée cette année au public dans sa programmation, mais également dans les lieux choisis, car bien qu'il reste ancré à la cathédrale, d'autres églises de la principauté accueillent l'événement José Sacré. Dimanche 4 juillet, à la cathédrale de Monaco, a été donné le premier concert de la 14e édition du Festival international d'orgue de Monaco, une édition complètement rénovée, autant dans la forme que dans le contenu. C'est un vrai festival puisqu'il va se dérouler sur 10 jours. On va avoir des concerts quasiment un soir sur 2 dans des lieux différents puisque pour mettre à l'honneur notre patrimoine des orgues, Olivier Vernet, notre directeur artistique, a choisi de donner plusieurs concerts dans différentes paroisses et donc ça va être un magnifique festival. Beaucoup de concerts autour du Grand Orgue de la cathédrale, mais aussi dans d'autres lieux de la principauté, et ça c'est une nouveauté cette année. Le festival va s'exporter dans plusieurs églises. L'orgue sera aussi accompagné d'instrumentistes. On aura un concert avec violon, on aura un ciné-concert aussi, un film muet qui sera accompagné par des improvisations à l'orgue. On aura des récitals d'orgue évidemment. Le concert de ce soir, concert d'ouverture, est un concert avec un brass band. Ça c'est original. Ça c'est original. Il y aura une quarantaine de musiciens tout au total. C'est la première fois qu'on accueille autant de monde au Festival d'orgue. Au programme de ce premier concert, le festival a accueilli Jean-Cyril Gandillet au Grand Orgue de la cathédrale et le Bibi Med, brass band Méditerranée que dirige Olivier Moni. Ils ont interprété des œuvres de Lovat Cooper, de Wagner, de Liszt et d'Albinoni notamment. C'est une première. Enfin, nous, on a déjà joué ensemble donc, avec cette équipe, avec le Brass Band Méditerranée. Effectivement, 38 musiciens, percussionnistes, toute la famille des cuivres. Et puis, l'opposition ou la complémentarité des deux formations. Le Grand Orgue, qui est un grand orchestre en lui-même, et puis la grande formation de cuivre, là, qui est vraiment très très particulière. Et donc, voilà, le mariage des deux, finalement, est assez rare. Et voilà, on profite de l'occasion d'avoir l'instrument ici à Monaco pour proposer ce programme en ouverture du festival. Ce brass band, le Bibi Band, ce soir va jouer avec, j'allais dire, un autre orchestre, puisque l'orgue, c'est un orchestre à lui tout seul aussi. Alors c'est deux orchestres qui se rencontrent, effectivement. Donc ça va être sonore, il ne faut pas avoir peur des mots. Oui, il y a quand même 35 cuivres et percussions. Et puis là-haut, je ne sais pas combien de tuyaux exactement, là je ne me suis pas renseigné.
Plus classique mais tout aussi beau et émouvant, vendredi 5 juillet, le concert intitulé Grazia Piena à la chapelle des Carmes était composé d'œuvres autour des Ave Maria. Ave Maria de Schubert, bien sûr, de Liszt, de Franck, et un extrait de La Force du Destin de Verdi avec la soprano Aude Fabre, le chœur de la compagnie Madame Croche et l'organiste Stéphane Catalanotti. Samedi 6 juillet, retour à la cathédrale pour un programme très original, mêlant chant grégorien, orgue et électronique avec la compagnie Le Rapt Invisible. C'est un concept artistique, c'est l'idée aussi que ce n'est pas parce que c'est du chant grégorien que c'est forcément mièvre et donc on voulait donner un mot assez fort pour définir ce chant qui est ancestral, qui est vraiment le pilier de toute la musique occidentale et pour lui donner redonner peut-être un peu vie en dehors des églises puisque malheureusement le répertoire n'est quasiment plus interprété que dans le cadre des institutions. Pour lui redonner vie, on a décidé de créer ce groupe musical. Vraiment, c'est un trio musical. Alors, le troisième membre est en haut en train de régler des choses à l'orgue. Il y a aussi un compositeur qui est resté à Paris pour ce concert. Et donc on a composé collectivement les œuvres et essayé de faire un projet en fait, qui n'est pas vraiment innovant dans le principe, qui est innovant seulement dans la musique. C'est-à-dire que le principe, c'est de voir ce que serait le grégorien en 2019. Et c'est ce qu'on a fait dans toute l'histoire de l'art. On a fait le grégorien à la sauce 20e, à la sauce 19e, à la sauce 18e. Donc on ne fait que continuer une tradition des relectures du grégorien. Olivier Vernet, cette 14e édition du Festival d'orgue de Monaco, nouvelle formule, c'est un peu une révolution, non ? Pas forcément une révolution, mais en tous les cas, j'ai souhaité vraiment, et la direction des effets culturels a souhaité aussi, ouvrir l'orgue sur d'autres démarches artistiques. Et on peut faire de très belles rencontres dans les arts. Et sachez que le festival reprendra dès jeudi à la cathédrale de Monaco. Retrouvez l'intégralité du programme sur le site internet www.festivalorguemonaco.com. Passons aux prévisions météo à présent. Après une journée de mardi en demi-teinte, mercredi, le soleil ne retrouvera pas complètement de sa superbe. Les éclaircies seront rares et les orages et averses toujours possibles. Jeudi, un temps encore instable, la journée sera peu ensoleillée. Vendredi, les conditions météo s'amélioreront, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies, mais le temps restera sec. Samedi, la journée sera plus largement ensoleillée et les températures oscilleront entre 20 et 25 degrés. Le week-end se poursuivra avec des conditions météo clémentes et des températures toujours estivales. Ce journal touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous une excellente soirée sur Monaco Info.